Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Biotopia, votre magazine consacré à l'écologie et au progrès sous toutes ses formes. Cette semaine, nous allons plonger au cœur de la ville et de ses multiples problématiques. Comment continuer à construire alors que nos ressources s'épuisent? Comment consommer moins d'énergie pour chauffer son logement? Ce sont les questions auxquelles répondent tous les jours les créateurs bâtisseurs de nos villes. Et nous sommes allés les rencontrer aujourd'hui. L'immobilier gardait bien son nom, il était un peu immobile pendant longtemps, c'est-à-dire que l'innovation était relativement faible. L'immobilier et le bâtiment maintenant connaissent des grappes d'innovation radicale assez importantes qui touchent notamment les matériaux. Donc il y a des matériaux qui sont beaucoup plus performants, beaucoup plus économes en énergie. On va même jusqu'à des matériaux biosourcés qui effectivement sont d'origine végétale ou animale. Le bois est le plus connu, mais on utilise d'autres types de matériaux, notamment à partir du chanvre, de la paille, etc. Alors la construction de cet immeuble, c'est d'abord un bâtiment qui est de 6 niveaux tout bois. Ça doit être aujourd'hui un des plus hauts bâtiments en Europe en technique ossature bois, qui a en plus la spécificité d'être un bâtiment dit passive house, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de radiateur dans les logements. Il consomme très peu d'énergie. Alors bâtiments passifs, en fait, ce sont des bâtiments qui sont très bien isolés. Donc les besoins en énergie pour le chauffage sont très faibles, c'est-à-dire les apports internes des habitants, la télé, la cuisine suffisent en fait à apporter la pointe de chauffage dont on a besoin. Et surtout ce qui fait le cœur d'une construction passive, c'est le système de ventilation, qui est une ventilation un peu particulière qu'on appelle double flux. La chaudière qui alimente le bâtiment en appoint de chauffage, puisqu'on n'a plus de radiateur, et en eau chaude sanitaire, c'est une toute petite chaudière de maison individuelle qui est centralisée et là qui fournit l'énergie pour les 17 logements. Ici, toutes les fenêtres, c'est du triple vitrage. Pour le chauffage, un bâtiment passif, on est aux alentours d'un besoin de puissance de 10 watts par mètre carré. Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'une chambre qui fait 10 mètres carrés, elle a besoin de 100 watts. 100 watts, c'est une ampoule. Ça suffit quand il fait 0 degré dehors pour ramener la température intérieure à 20 degrés. Et le bailleur nous indique qu'ici, pour un bâtiment équivalent, les charges sont 2 fois moins élevées qu'un bâtiment, on va dire, aux normes RT 2012 aujourd'hui. C'est-à-dire que le Passive House, en fait, au départ, c'est un standard qui a été développé en Allemagne par l'Institut Passive House. Et en fait, ce qui est très intéressant dans la démarche passive, c'est qu'on est sur une démarche scientifique appliquée au bâtiment. C'est-à-dire que les premières constructions datent de 1991, donc aujourd'hui on a plus de 25 ans de retour sur les premières constructions. Et ces constructions, systématiquement, font l'objet de mesures, de vérifications. C'est-à-dire quand vous concevez un bâtiment qui n'a plus de radiateur, il faut que ça marche. La construction de demain, l'immobilier de demain, va s'appuyer peut-être sur 3 jambes. Il y a effectivement la révolution numérique. La révolution numérique va changer beaucoup de choses en termes d'objets connectés, en termes de maîtrise des consommations, en termes de relation à l'habitat. Le deuxième changement va être lié à l'énergie et au carbone. Le dérèglement climatique aura lieu, il faut l'atténuer. Le troisième moteur, c'est l'évolution des modes de vie et des modes de travail. On va sans doute évoluer vers un rapport à la propriété qui va changer, un rapport à la voiture qui va changer. L'immobilier est en train de s'adapter à cette évolution des modes de vie et des modes de travail. Alors on est ici au Jardin Santerre, dans une résidence de Paris Habitat de 540 logements dans le 12e arrondissement. Un petit paradis, un îlot de verdure au milieu de 9 bâtiments de 13 étages. Alors il y a une dizaine d'années, j'ai vu la lumière, je suis devenu écolo et je me suis posé la question de mes biodéchets.
Et tout de suite est apparue l'idée de faire du compostage en pied d'immeuble. C'est devenu avec le temps une sorte de laboratoire d'agriculture urbaine et on essaie d'être en symbiose, d'avoir un écosystème. Donc on a des poules et puis on a aussi des abeilles, donc autre animal intéressant notamment pour la pollinisation. Et donc ça fait plusieurs années qu'on a nos ruches et qu'on récolte notre miel, qu'on met en pot collectivement au mois de septembre chaque année. Ce lieu, c'est aussi un lieu de lien social et on se retrouve tous autour de tâches collectives et autour de moments festifs. Puis quel bonheur de sortir de l'école et de venir dans son propre petit bout de jardin et d'aller ramasser les œufs quand on est à son tour de poule. C'est vrai que quand moi je suis arrivée dans la résidence en 2005, c'était pas évident de se dire bonjour. La terre, qui est voilà, le naturel, ça fait ressortir en nous les choses naturelles qu'on essaye qu'on cache souvent, quoi. Moi je suis convaincu que effectivement quand on est déconnecté de la nature, on est élevé dans le béton, on a besoin de se reconnecter à la terre. Donc de toute façon il y a une nécessité sociale, sociétale et même au-delà. Il faut que la nature reprenne sa place dans la vie. On sent bien qu'il y a un mouvement qui est assez passionnant, quoi. C'est la ville de... Même si elle est bâtie aujourd'hui, c'est quand même la ville de demain. Et c'est très attractif, en particulier pour les jeunes générations. On l'a vu, mieux vivre sa ville, c'est réintroduire un peu de nature au cœur du béton. Alors si certains militent pour un Paris transformé en vaste potager, d'autres souhaiteraient y installer des petits îlots de nature au cœur de la capitale. Mais tous rêvent de manger des fruits et légumes qui pousseraient localement. Nous allons vous faire découvrir les plus belles initiatives qui vont vous permettre et nous permettre de manger mieux dans les villes. La recyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture, ce réseau ferroviaire qui faisait le tour de Paris au début du siècle dernier. Nous l'avons réhabilitée et ouverte au public à l'été 2014 et c'est aujourd'hui un tiers-lieu d'expérimentation entièrement dédié à l'éco-responsabilité. Un tiers-lieu, c'est un espace hybride, c'est ce troisième lieu qui n'est pas la maison, qui n'est pas le travail, mais un troisième lieu dans lequel on va, un lieu de destination, un lieu de vie. Alors il y a un restaurant à la recyclerie, notre café-cantine éco-responsable, locavore, bio, de saison. On a un atelier de réparation dans lequel on lutte contre l'obsolescence programmée. On a un compost où on valorise avec le compost et les poules près de 8 tonnes de déchets par an. On a une ferme urbaine, 1000 m² le long du quai sur lequel on se trouve. L'idée de cette ferme urbaine, c'est pas de produire à 100% de la nourriture pour le restaurant, parce que c'est pas possible, il y a des aliments qu'on peut pas faire en assez grosse quantité. On va plutôt travailler sur des légumes anciens ou des légumes qu'on peut apporter en petite quantité. Alors il y a l'aquaponie, on en entend beaucoup parler, donc c'est faire un élevage de poissons et récupérer grâce à un système de pompe l'eau du coup chargée en déjection de poissons qui sont en fait des nutriments pour les plantes. Pas avec des composts issus de déchets organiques, mais avec des broyats de bois. Ils prennent un grand sol très argileux, très calcaire. Alors les objets des visites, c'est un peu de reconnecter l'urbain avec le rural. Et à la recyclerie, on veut être pédagogique, on veut sensibiliser. Les valeurs de la recyclerie, c'est en effet le partage, une société collaborative, quelque chose de plus raisonné au sens très large du terme. Nous, on n'a pas inventé grand-chose. Par contre, on met au même endroit des choses qui ont du sens. La Ruche qui dit oui, c'est une plateforme créée il y a 6 ans qui permet à une communauté de consommateurs d'acheter sur le net des produits fermiers. Les objectifs de La Ruche qui dit oui, c'est avant tout de défendre les intérêts des producteurs en soutenant l'agriculture locale, régionale, en mettant en avant et en privilégiant les petits producteurs, les petites exploitations familiales, artisanales. C'est les producteurs qui définissent leur prix de vente. Les producteurs qui rayonnent autour d'une ruche doivent être choisis dans un rayon de 250 km.
Les produits que je propose à la ruche, donc le cidre, puisque c'est notre production principale, des jus de pommes, du pomme cassis, du pétillant de pomme non alcoolisé. Alors on travaille à peu près sur une 40aine de ruches. Je pense que le consommateur a aussi besoin de voir le producteur en face. S'il a une question, on est bien placé pour répondre. Et pour nous aussi, moi ça m'intéresse de savoir comment le consommateur trouve mon cidre. Mais je pense qu'il y a quand même un retour vers les petits commerces de proximité où on trouve du local. En alimentaire, oui. J'achète plus du tout ailleurs. Que ce soit fruits, légumes, pain. Maintenant, je commence un peu le poisson. Alors moi, je me suis inscrite à la ruche parce que j'avais besoin de producteurs locaux. Que j'aime pas acheter mes fruits et légumes dans les supermarchés. Concernant les prix, moi je trouve qu'ils sont très corrects. Et puis pour les fruits et légumes, c'est même quasiment des fois moins cher qu'en grande surface. C'est le plaisir de venir ici, c'est de pouvoir rencontrer les producteurs. Et donc voilà, c'est un échange, donc voilà, c'est bien. La ruche qui dit oui, c'est une vraie communauté de producteurs, de consommateurs, de voisins, de citadins. Alors, Facteur Graines, c'est une initiative en fait de postiers qui au départ se réunissent pour répondre à un appel à projet de la ville de Paris, les pariculteurs. Et nous, on a imaginé le projet de nos rêves qui serait de faire de la permaculture urbaine sur ce toit de 1000 m². Notre rêve, c'était vraiment de remettre du vivant et déjà dans la ville, de rendre en fait un petit peu des espaces déjà de nature, recréer vraiment un lieu dans lequel on va pouvoir apprendre, se transmettre des savoir-faire entre générations. On ne va pas nourrir tout Paris avec ce toit, mais si au passage on peut échanger, partager des envies, des actions, donner envie de venir apprendre, donner envie de participer, ça nous permet d'aller au-delà en fait de simplement vendre des légumes. Après en termes d'installation, nous c'est du matériel Trilotech puisqu'on réemploie des choses. Des matériaux qui étaient jetés, c'est de la créativité à tout va pour les transformer à un usage, on va dire, de culture. Cette initiative a réveillé, on va dire, des citoyens ou des jardiniers ou des parents qui ont envie aussi de porter cette initiative. Donc, il suffit de tendre un peu l'oreille ou de regarder un petit peu en se baladant dans les rues pour se laisser imprégner et se dire qu'il y a des jardiniers un petit peu partout, quand même dans Paris aujourd'hui. Voilà, Biotopia, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les rencontres de cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires via les réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas de l'écran. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.